Alors voici le quatrième volet où on va étudier la notion de positivité. Là, on en arrive à une situation où on voudrait que systématiquement un sous-espace soit en somme directe avec son orthogonale. C'est-à-dire que par rapport à une situation qu'on a l'habitude d'avoir où l'orthogonale c'est ça, voilà, bien, on veut bien que ce soit ça. Bon, c'est peut-être une déformation ou quoi, mais certainement pas ça. On ne peut pas avoir une intersection non triviale entre un sous-espace et l'orthogonale. Donc, voilà. Hein. Alors, attention, hein, je préviens que là, ce qu'on est en train de faire, c'est typiquement réel. Vous allez voir. Pourquoi c'est typiquement réel? C'est pas quelque chose comme ce que l'on a vu jusqu'à présent qui peut se décliner dans les autres corps, comme par exemple Q ou Z sur PZ ou même C, d'accord? Et vous allez voir pourquoi. Donc, on veut une condition pour avoir cette somme directe, toujours pour tout sous-espace F. Alors, on commence par une analyse synthèse. Si x est différent de 0, d'accord, dans f inter f, donc on prend un sous-espace f, hein, et dans l'intersection, alors, puisqu'on est dans l'intersection de f et son orthogonale, on a vu que ça, la condition nécessaire et suffisante, c'était que l'intersection soit triviale. Eh bien, si jamais ce n'était pas le cas et qu'on avait x différent de 0, on aurait donc forcément b de x égale 0, c'est-à-dire q de x égale 0 d'après la définition de b. Bien, et réciproquement, si q de x égale 0 pour un x non nul, eh ben, on va regarder dx, c'est-à-dire la droite engendrée par x, bah forcément, comme b de xx égale 0, bah elle est orthogonale à elle-même. Donc dx est inclus dans son orthogonale pour B. Bien, donc ça veut dire qu'on a une condition, on tient notre condition, hein. On dit qu'une forme quadratique Q est définie si Q de x égale 0 implique x égale 0. Voilà. Il n'y a que 0 qui peut annuler la forme quadratique. Et dans ce cas-là, on aura bien, pour tout sous-espace f, d'après cette petite analyse synthèse, f en somme directe avec son orthogonale pour la forme polaire ici, ou pour Q si on préfère. Alors, défini est souvent confondu avec la notion de dégénérescence non dégénérée. D'accord ? Donc défini est souvent confondu avec non dégénéré. Donc justement, j'en profite pour faire une définition avec les deux, parce que quand on confond deux choses, c'est bien de définir les deux en même temps. Hein, comme ça, après, on ne les confondra pas. C'est dangereux, mais efficace. En tout cas, ça fait ses preuves. Alors, non dégénéré, c'est quand le noyau de psi b, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que b de xy égale 0, quel que soit y dans E, est nul. Donc je vous rappelle que quand ça va être non dégénéré, le noyau est nul, donc le morphisme entre E et E étoile défini par B est injectif, du coup, et comme la dimension de E et la dimension de E étoile sont égales, ça fait qu'injectif, ça implique surjectif, et donc psi b est iso. Hein. Donc ça, on l'avait vu dans le troisième volet. Ici, on a ça. Maintenant, à partir du moment où la forme est définie, elle est non dégénérée. Pourquoi? Bah oui, parce que si on a un x dans ker de psi b, bah forcément, en particulier, c'est vrai ça pour tout y, mais en particulier pour y égale x, donc on a b de xx égale 0, donc q de x égale 0, donc x égale 0, ce qui fait qu'on a égalité ici. Donc une forme définie est non dégénérée, mais la réciproque, elle est fausse. Voilà. Hein. C'est-à-dire, vous allez prendre, ça on a vu cet exemple, q de xy de R2 dans R, donc là on prend l'élément de l'espace R2, XY, et Q c'est X2 moins Y2, eh bien on voit que c'est pas défini, parce que Q de 1 est égal à 0, alors que 1 est non nul, et pourtant c'est non dégénéré, ça on l'a vu, parce que le déterminant, ici de sa matrice dans la base canonique, 1 moins 1 en diagonale, est différent de 0. Voilà.
Alors donc, on ne confondra pas les deux. Alors pour l'instant, donc on va étudier défini, mais maintenant, ça va se diviser en défini positif et défini négatif. Bon. Quand Q est défini positif, bah, moins Q est défini négatif, et inversement. Bon. Donc, il nous faut une proposition pour voir qu'on n'a que cette alternative. Alors, la proposition de l'alternative dit que si on a une forme définie, alors elle est forcément soit définie positive, dans ce cas-là, Q de x est toujours positif, alors ça peut être 0 quand x est nul, hein, évidemment, soit définie négatif, donc dans ce cas-là, Q de x est toujours négatif, en étant nul quand x est nul. Voilà. Et il n'y a pas de forme qui peut être définie, mais sans être définie négative ou définie positive, qui hésite entre les deux. Non. Alors voici la preuve. On suppose que Q est défini, voilà, et on suppose que Q de x est strictement positif et Q de y strictement négatif, et on va montrer que ça, c'est pas possible. Hein. S'il y a un Q de x strictement positif, alors il n'y aura pas de Q de y strictement négatif. À partir du moment où Q est défini. Alors, on va supposer par l'absurde ceci. La première chose à dire, c'est que x et y forment une partie libre. Pourquoi? D'abord parce que x est différent de 0. C'est parce que si x était égal à 0, ce ne serait pas strictement positif. Donc x est différent de 0. Ce qui fait que si x et y par l'absurde étaient non libres, ben on aurait y égale lambda x. D'accord? Et pour un lambda réel, hein, et Q de y égale lambda de Q de x. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, Q par définition, c'est un polynôme homogène de degré 2, donc le lambda sort de Q en devenant lambda 2. Alors, on va considérer l'application gamma qui à t donne Q de tx plus 1 moins ty, c'est polynomial en t forcément, ce Q est polynomial, bon voilà, c'est polynomial même de degré 2 en t, et on l'appelle gamma, bon, donc c'est continu. Bon, hein, de toute façon, c'est juste ça qu'on veut. Donc gamma est continu sur 0,1, voilà. On a gamma de 0, ben, c'est Q de y, c'est strictement négatif, et gamma de 1, c'est Q de x, qui est strictement positif. Et là, on peut en déduire, comme on est sur R, qu'il existe C tel que, dans 0,1 ouvert, tel que le gamma de C est égal à 0, c'est-à-dire Q de Cx plus 1 moins Cy égale 0. Bon. Donc, comme Q est supposé être défini, on va avoir Cx plus 1 moins Cy qui est nul, par définition, de ce que c'est qu'une forme quadratique définie. Et ça, c'est impossible parce que ça voudrait dire que x et y sont liés, alors qu'on a montré qu'ils sont libres. Voilà. Alors, je reviens sur le fait qu'on travaille sur R, ça c'est hyper important. C'est strictement pour ça, parce que pourquoi il est important qu'on travaille sur R? Parce qu'il y a la notion de positivité, donc ça c'est sur R. Sur C, il n'y a pas de notion de positivité. Sur Z sur PZ, il n'y a pas de notion de positivité. Voilà. Et puis, on a utilisé le théorème des valeurs intermédiaires, donc sur Q, alors que sur Q, il y a quand même une notion de positivité, mais sur Q, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de typiquement réel. Alors maintenant, on va trouver un critère pour que une forme soit définie positive. Donc quitte à remplacer Q par moins Q, on peut toujours supposer que la forme est définie positive, et ça va nous aider pour construire, d'ailleurs, cette positivité va nous aider pour construire ce qu'on appelle des normes quadratiques, et là maintenant, on va essayer de donner tout un éventail de critères de positivité de la forme, comme on a l'habitude de faire en algèbre linéaire. Alors, allons-y pour le critère de positivité. Donc, on part de Q, donc on est dans un espace E de réel, hein, sur R, hein, on est bien dans R, hein, positivité R, de dimension n, dimension finie, soit Q de forme quadratique, définie positive. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes, voilà, ça en fait des abréviations. Alors, les conditions, Q est définie positive, donc ça, c'est ce qu'on a dit, hein, voilà, Q est positive, donc quel que soit x, Q de x est positif ou nul, et ne vaut 0 quand 0. Il existe une base telle que la matrice de Q dans
la base, cette base F là, c'est l'identité. D'accord ? Alors ça, c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'une base orthonormée, hein, c'est-à-dire que comme sur la diagonale, ce qu'on a, c'est Q de EI, hein, c'est ça la diagonale, ça veut dire que c'est normé, et à l'extérieur de la diagonale, B de EI-EJ est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle ortho. Donc c'est une base orthonormée. Très bien. 3. Pour toute base de E, alors toute base E, hein, il existe une matrice P dans GLN de R, telle que la matrice de Q dans cette base E, c'est P transposé P. Donc finalement, pour l'instant, on a, comment dire, une version de la définie positivité qui est géométrique, en quelque sorte, qui directement est prise dans l'espace E, et deux définitions matricielles. Une avec une base orthonormée, et une avec une matrice qui est de la forme P transposé P avec P dans GLN de R. La première a l'avantage d'être orthonormée, mais il y a l'existence, et puis c'est pas pour toute base. La deuxième n'a pas cet avantage, mais par contre c'est pour toute base. Voilà. Et maintenant un quatrième critère. Alors je vous rappelle que quand on travaillait sur les classes de similitude, donc dans la réduction, on avait des polynômes qui agissaient. Bon, les polynômes agissent en quelque sorte sur les classes de similitude, parce que, en gros, quand on a un polynôme, eh bien, il commute avec la conjugaison. Et ça, c'était important. En revanche, un polynôme, ça ne commute pas avec la congruence. Voilà, ça c'est le gros problème. Et donc, il n'y aura pas de critères polynomial, comme il y avait des critères de diagonalisabilité, des critères de trigonalisabilité. Il n'y a pas un critère polynomial. En revanche, on va avoir ici un critère assez étonnant qui vient des normes sur un espace réel. Alors, donc, l'application qui a x de E dans R, qui a x associe racine de Q de x, est une norme de E. Alors bien sûr, Q, ça inclut le fait que Q est positif. Voilà. Mais pas tout à fait défini positif. Et pas l'équivalence non plus. Voilà, donc ces quatre-là sont équivalentes, et c'est ce qu'on va montrer. Alors, d'abord, 1 entraîne 2. Bah oui, alors ça, c'est le procédé de Gram-Schmidt. Hein, on y reviendra. J'ai déjà fait une vidéo sur le procédé de Gram-Schmidt et qui s'appelle Décomposition QR. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais en gros, il va y avoir une matrice de passage. Donc on part d'une base E quelconque. Et on regarde Q dans la base E, voilà. Eh bien, donc ça c'est une base. On transforme par, comment dire, une matrice de passage triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale en une base orthogonale, qu'on appelle bon, E dièse ou E bécard, je ne sais pas, ça dépend. Bon, donc ça c'est fait dans une vidéo, hein, vous verrez, et il est clair que cette nouvelle famille est une base parce que la matrice de passage, elle est bien inversible, étant donné qu'elle est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Bien, et ensuite, donc cette base orthogonale, on en fait une base orthonormée. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va prendre FI égale EI dièse sur racine de Q de EI. Comme E dièse, ça constitue une base EI dièse et non nulle, donc Q de EI dièse est strictement positif, et donc on peut diviser par la racine, et ici c'est facile de voir que Q de FI est égal à 1. Voilà le procédé de Gram-Schmidt qui nous amène à une base orthonormée. Et une base orthonormée, ça veut dire que, c'est ce qu'on disait, Q de FI c'est égal à 1, et B de FI FJ, pour I différent de J, c'est égal à 0. Donc la matrice, c'est bien IN, c'est bien la signature d'une base orthonormée. Bien. Alors maintenant, 2 implique 3. Bon, ben, on a ça. On va prendre une base quelconque, et je vais prendre, comme je sais que j'ai une base orthonormée ici, eh bien je vais prendre P, la matrice de passage de F vers ma base quelconque. J'ai mes formules qui disent que la matrice de Q dans E, c'est P transposé
fois la matrice de Q dans F fois P, mais la matrice de Q dans F, c'est identité. Donc ici, j'ai P transposé identité de P, ce qui me fait P transposé P. Voilà. 3 implique 1. Bah oui, je pars d'une matrice comme ça, d'accord, Q, qui a une matrice dans une base quelconque, P transposé P. Et bon, je pose F, tel que P-1 soit la matrice de passage de E vers F. Donc ici, à partir du moment où je définis une matrice inversible, donc P-1 est inversible, je peux, étant donné que j'ai déjà ma base E, je peux toujours définir une base à partir d'une première base et d'une matrice inversible. Et là, c'est P-1. Donc là, ça va faire que la matrice de Q dans cette nouvelle base F, bah, ça va être P transposé moins 1, P transposé P fois P-1, d'après ce qu'on sait sur les changements de base, et donc ça fait identité. Voilà. À partir du moment où ça fait identité, on sait que si je prends X dans E, et que je le décompose dans la base F, dans cette nouvelle base, bah, Q de somme de xi, fi, bah, c'est la somme des xi carrés, pour i égale 1 à n, et ça, bah, c'est strictement positif dès que x est non nul, parce qu'on est sur R, c'est quelque chose de bien connu. Voilà donc déjà ces 3 conditions. Alors maintenant, je vais montrer que c'est équivalent à 4, le fait que racine de q de x est une norme. Alors d'abord, 4 implique 1, parce que bon, q est positif, par définition, hein, là c'est dans la définition, et par l'axiome de séparation d'une norme, eh bien, si q de x égale 0, donc ça veut dire que racine de q de x égale 0, donc x égale 0, c'est l'axiome de séparation d'une norme. Donc q est définie, donc elle est définie positive. Voilà. Et maintenant, pourquoi 1 implique 4? Alors, on a une façon rapide de le voir, c'est de dire 1 est équivalent à, bon, en tout cas, implique 2, et 2 nous donne directement une base dans laquelle Q s'écrit somme des xi carrés. Donc racine de Q, c'est racine de somme des xi carrés, et ça, normalement, on sait que c'est une norme. Hein, ce stade-là, c'est ce qu'on appelle la norme 2 hein, de E dans cette base. Voilà. Alors maintenant, c'est quand même intéressant. Disons qu'on a terminé hein, avec ce critère de positivité, mais c'est intéressant de voir d'une autre manière pourquoi Q est définie positive implique que l'on a une norme sans faire appel, en quelque sorte, à la norme 2. Hein, voilà. Alors, une autre façon de voir que 1 implique 4 sans la norme 2 est quand même agréable parce qu'on est plus au cœur de la géométrie, moins dans une base où les choses s'arrangent bien et où on reconnaît des trucs. Bon, c'est de retrouver ce qu'on appelle Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, on va regarder ça. Bon, c'est assez classique, c'est quelque chose à bien connaître. Soit Q définie positive. Alors, ça veut dire que pour tout t dans R, et quel que soit xy, ben, Q de tx plus y est positif ou nul, bien sûr. Hein, puisque ça, c'est un vecteur, et ça va être positif ou nul. Bon, on ne s'est pas encore servi du fait que c'était défini positif, mais voilà. Maintenant, on a B de tx plus y, tx plus y, c'est-à-dire Q, finalement, hein, de tx plus y, qui va être positif, mais qui est égal donc à... ça, on peut le développer, vous voyez, hein, par la bilinéarité. Ça va faire T2 de B de xx. On va voir T B de yx et T B de xy. Donc, par symétrie de B, ça fait 2T B de xy. Et plus B de y. Voilà, positif. Maintenant, ça, je reconnais presque un trinôme. Pour que ce soit un trinôme, il faut que B de xx soit non nul. Mais il est non nul si on décide que x est non nul. C'est là qu'on se sert du fait que Q est défini. On se servait jusqu'à présent que du fait que Q était positif. Alors, si x est non nul, alors on va avoir un trinôme. Donc, c'est un
c'est une fonction trinôme hein, qui va être toujours positive, donc ça veut dire que le discriminant est négatif ou nul. D'accord? Voilà. Parce que s'il était strictement positif, il y aurait deux racines et puis il y aurait changement de signe, forcément. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Le discriminant, je prends le discriminant divisé par 4, hein, donc ça fait B2, donc ici B de xy au carré, moins B de xx, facteur de B de yy, et négatif ou nul. Ça, c'est le discriminant. Donc ça nous fait que B de xy, en valeur absolue, est inférieur à racine, donc j'ai pris la racine, hein, de q de x, q de y, ici. C'est ça qui nous intéresse, parce que ça, c'est q de x, ça, c'est q de y, et je prends la racine. Voilà. Alors maintenant, j'ai b de xy qui est inférieur à ça, puisque c'est inférieur à ça qui est inférieur à ça par transitivité. Et maintenant, je me rappelle que B avait été défini par la forme polaire, donc 1 demi de Q de XY moins Q de X moins Q de Y. Je passe le 2 de l'autre côté ici. Donc j'ai l'inégalité. Maintenant, ça me fait Q de X plus Y. Je passe ça de l'autre côté. Je reconnais le carré d'une somme, ici. D'accord ? Et là maintenant, je peux prendre la racine, parce que tout ça c'est positif. Ça fait racine de Q de X plus Y est inférieur ou égal à racine de q de x plus racine de q de y, et je retrouve ma bonne vieille inégalité triangulaire pour racine de q. Voilà. Alors là, d'une part, vous allez me dire, on a supposé que x est différent de 0, il est temps de regarder le cas x égale 0, mais x égale 0, c'est bon. Hein, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. On a égalité. Alors maintenant, on gagne quelque chose de plus, c'est le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire pour cette norme-là. Eh bien, si on a égalité ici, alors on peut remonter jusqu'à l'égalité de delta ici, voilà. Et à partir du moment où delta est nul, eh bien, on sait qu'il va y avoir un 0 ici. D'accord ? Il va y avoir une racine double. Donc un certain t, pour un certain t, on va appeler t0, on va avoir q de t0 x plus y égale 0, ici. D'accord ? Parce que le trinôme s'annule. Mais ça veut dire que, comme q est défini, ça veut dire que t0 x plus y est égal à 0, et donc x et y sont proportionnels. Donc on a cas d'égalité. En fait, on peut voir facilement que dans l'autre sens, pour toute norme, si x et y sont proportionnels, alors on a le cas d'égalité. Mais là, c'est un si et seulement si. Et donc, on a ce qu'on appelle les normes strictement convexes. Donc, la norme ici définie par Q est une norme qu'on appelle strictement convexe quand le cas d'égalité se fait uniquement lorsque x et y sont proportionnels pour l'inégalité triangulaire. Voilà. Alors, donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est doublement content. C'est un espèce de win-win entre le fait qu'on a une forme définie positive et une forme quadratique. Une espèce de en même temps, pour reprendre le mot de la Macronie, mais là, positivement. Voilà. Alors, Q est définie positive, eh ben, on est content de pouvoir en faire une norme. C'est-à-dire qu'on va avoir une norme en dimension finie, donc ça veut dire qu'on va avoir une sphère qui est compacte, donc on peut utiliser, on utilisera de la compacité. Donc ça, entre parenthèses, ça c'était Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, avec le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, ça faut bien le photographier. Et réciproquement maintenant, 4, si on a une norme, eh ben, on est content qu'elle provienne d'une forme quadratique. Parce que, d'abord, on arrive à dominer le cas d'égalité, on a une forme polaire, ce qui ne gâche rien, parce que ici, ça fait que la norme de x plus y, c'est b de x plus y, et que je peux développer. Donc j'ai un bon outil de calcul pour calculer la norme de x
plus y en fonction de la norme de x, de la norme de y, et un machin supplémentaire qui est la forme polaire, le 2b de xy. Voilà, donc on y gagne sur tous les tableaux, et ça, c'est quand même assez sympathique. Donc voici un petit peu ce que j'avais à dire sur la positivité.